Bonjour à toutes et à tous, nous allons pouvoir commencer. Alors un grand bienvenue pour ce cycle de conférences proposé par la Trousse à Projets et ses partenaires dans le cadre du volet parentalité des territoires numériques éducatifs. Ce cycle est destiné aux parents, aux enseignants, à tous les partenaires de la médiation et de l'animation numérique. Je le rappelle, puisque nous entamons notre deuxième conférence, que donc ce cycle est composé au total de 10 conférences, une par mois, qui chacune permettra de démêler, on l'espère, 10 idées reçues sur le numérique. Vous avez été très nombreuses et nombreux, parents, enseignants, médiateurs, responsables de collectivités territoriales ou de l'éducation nationale, à vous inscrire à ce cycle, pas loin de 1000. Cela montre donc l'intérêt que suscitent encore les problématiques liées au numérique et à l'éducation. Alors merci à toutes et à tous de nous suivre en direct aujourd'hui, de 14h à 14h45. Vous avez d'ores et déjà la possibilité de poser vos questions et d'interagir dans un chat qui a été prévu à cet effet. Petite précision d'ordre pratique, donc le chat s'ouvre depuis la plateforme qui vous permet actuellement de suivre cette conférence en direct. Donc c'est un chat qui s'ouvrira dans un nouvel onglet, ne soyez pas étonnés, et vous pourrez ouvrir les deux onglets côte à côte ou n'ouvrir que le chat lorsque vous souhaitez interagir. Donc nous comptons sur vous pour nous poser vos questions, nous partager peut-être vos expériences également. Nous sélectionnerons quelques-unes de vos questions ou remarques en fin d'émission pour faire réagir notre invité. Alors notre deuxième conférence s'intéresse à une question récurrente, omniprésente presque dans les stratégies parentales. Vrai ou faux, rien de mieux qu'un écran pour calmer son enfant. Voilà, pour répondre à cette question et démêler cette idée reçue, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie GL. Bonjour Sophie GL, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais maintenant vous demander de rallumer votre webcam puisque on va pouvoir commencer. Bonjour, bonjour Sophie GL, merci beaucoup d'être présente avec nous. Je le rappelle, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8 et chercheuse au laboratoire CEMTI. Peut-être avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, pouvez-vous vous présenter succinctement, vos principaux travaux en lien avec notre thématique? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi, excusez-moi, mes travaux de recherche portent principalement sur les pratiques numériques des adolescents et en même temps la culture médiatique des adolescents. Donc j'étudie aussi je mets en lien. Excusez-moi, je vous ai perdu un instant. C'est normal, j'ai juste coupé ma caméra pour vous laisser vous exprimer, Sophie. Mais allez-y. Donc, je disais que la spécificité de la Il semblerait qu'on ait une coupure actuellement avec vous, Sophie. On va essayer de vous récupérer. C'est une provocation. L'impression qu'il y a... Oui, Sophie, on vous a perdu un moment. Je suis désolé, il y a eu une coupure. Est-ce que vous pouvez rallumer votre caméra et peut-être reprendre au moment où vous vous présentiez? Oui. Désolé. Alors, je ne sais plus à quel moment. Bon, excusez-moi. Du coup, je vais repartir. Donc, je disais que que la plupart de mes travaux de recherche portent sur les pratiques médiatiques des adolescents ou des jeunes, mais plus souvent des adolescents, et que j'essaie de les mettre en relation, de les interpréter, de les analyser dans le contexte des stratégies des médias eux-mêmes et notamment des plateformes numériques, mais aussi des grands groupes audiovisuels qui proposent des chaînes de télévision. Si j'ai accepté avec plaisir donc de participer à votre cycle de conférences, c'est que le sujet de votre idée reçue, alors voilà, je me demande si c'est vraiment une idée reçue ou si c'est aujourd'hui une provocation. Rien de mieux qu'un écran pour calmer mon enfant. Je crois que la plupart des parents, j'ai peu rencontré de parents qui auraient pu accepter une telle proposition. Donc je pense qu'on est quand même
plutôt sur du second degré. Mais j'ai réalisé pour l'UNAF une étude en 2000, alors c'était en 2014, mais je pense qu'un grand nombre des éléments que j'y avais trouvés restent valables, même si le contexte audiovisuel et numérique a changé. C'était une étude auprès de parents d'enfants de moins de 4 ans et de professionnels de la petite enfance, avec le choix d'un échantillon très diversifié sociologiquement. Et du coup, qui m'a appris énormément sur les raisons, sur les raisonnements, l'argumentation des parents lorsqu'ils construisent les médiations aux médias ou au numérique pour leur petit enfant. Et donc, voilà, comme il s'agit de calmer mon enfant, j'ai plutôt choisi de vous parler donc de cette enquête, de ce qu'elle m'a apporté, parce qu'elle porte sur un sujet important, le développement des tout petits. Alors, donc, effectivement, à chaque fois, les titres de nos 10 conférences sont effectivement systématiquement des provocations ou des titres exagérés, très largement exagérés ou pas. Donc ça dépend évidemment des milieux, des idées reçues, etc. Donc maintenant qu'on comprend mieux d'où vous parlez, est-ce que vous peut-on revenir donc effectivement sur ce titre, même si comme vous l'avez tout de suite dit, c'est évidemment une exagération, une provocation. Vrai ou faux, rien de mieux qu'un écran pour calmer son enfant. On fait le choix systématiquement aussi d'insérer un certain nombre de mots-clés dans nos titres qui font débat ou qui posent question. Je pense au mot écran, je pense au mot calmer, je pense au mot enfant. Pour vous, d'où vient donc cette idée reçue, même si elle est exagérée? Pourquoi est-elle encore répandue ou en tout cas populaire, ou en tout cas pourquoi elle pose encore question, et comment finalement vous décryptez cette idée reçue? Alors, en fait, je vous ai dit un petit peu donc les centres de recherche que j'ai, et je me suis occupée de cette question, de la question du rôle des médias et des écrans par rapport aux enfants, en particulier par rapport aux tout petits. Et cette idée-là de rien de mieux qu'un écran donc, pour calmer son enfant me semble avoir été diffusée d'abord par les responsables de chaînes pour bébés, et notamment des chaînes Baby First ou Baby TV, qui avaient lancé en Europe entre 2006 et 2007 des chaînes de télévision, entre guillemets, dédiées aux bébés. L'argument commercial de ces chaînes, il était facile, c'était de dire qu'on dit beaucoup de mal de la télévision parce qu'il y a de la violence. Ces chaînes-là seront sans violence, avec des couleurs douces, des musiques douces, etc. Et donc, elles pourront permettre, c'était le narratif des équipes commerciales, et ces chaînes continuent à être diffusées, soit via le numérique, soit en tout cas dans d'autres pays d'Europe. L'argument, c'était de dire, pour permettre aux parents de dîner tranquillement avec leurs amis, sans être gênés par les cris des bébés et sans se sentir coupable de ne pas s'occuper de son bébé, eh bien, on avait des chaînes qui pouvaient fonctionner 24 heures sur 24 heures. Le principe aussi du caractère illimité de la chaîne faisait partie de ces caractéristiques, et aussi des problèmes éventuels que l'on pouvait soulever. Alors, pourquoi est-ce que c'est si populaire, cette idée que, même si on sait que c'est pas bien, parce que franchement, j'ai fait donc, à l'occasion de cette étude pour l'INAF, des enquêtes auprès de parents de milieux très diversifiés, et tous les parents savaient très bien que ça n'était pas une bonne chose que de caler le bébé devant la télévision. Il n'empêche que c'est une expérience que la plupart des parents ou des grands-parents ou des babysitters ont utilisée. Ensuite, avec des proportions plus ou moins grandes. Et ça donne des résultats. Si on laisse un bébé devant un écran lumineux, alors c'est pour ça qu'on parle aussi d'écran, parce qu'on envisage la télévision, qu'aujourd'hui il est difficile de parler des médias sans penser aussi à l'ordinateur, au smartphone, aux tablettes, qui sont assez répandues aussi dans les familles. Voilà, quand le bébé est en face d'un écran lumineux, c'est relativement silencieux pendant un certain temps.
devant donc les images qui peuvent défiler. C'est une idée populaire aussi parce qu'elle donne une solution technique à des questions éducatives qui sont difficiles. Faire admettre à un bébé que ses parents ne sont pas disponibles en permanence ou que sa mère n'est pas disponible en permanence, c'est pas du tout facile à faire passer. Réussir à s'occuper d'un bébé sur une durée longue, ce qui pour des parents isolés ou des mères qui ont choisi de rester à la maison pour s'occuper de leur enfant, par exemple, constitue dans la réalité à la fois un plaisir, bien sûr, mais aussi une tâche lourde parce que ça n'est pas évident de passer sa journée avec un bébé ou plusieurs bébés d'ailleurs. Et notre rapport aux technologies est traversé par un rêve, une utopie, chaque fois renouvelée, d'un allègement de tâches compliquées par des outils techniques. Mais pour ce qui en est de l'éducation ou des tâches éducatives, il faut être assez précautionneux parce que ça n'a pas été démontré. Alors, quand vous me demandez comment je décrypte ce vrai-faux, selon votre formulation, on peut décrypter plusieurs enjeux. Et voilà. Donc, je vais décrypter d'abord l'enjeu du point de vue de la santé. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Moi, je suis de formation sociologique et juridique. Donc, je vous donnerai des informations qui ne... Voilà. Donc, quand je m'appuie sur des éléments de ce qui vient de la santé, ce ne sont pas mes recherches personnelles que je mettrai en avant. Donc, je vais commencer par le point de vue santé et développement de l'enfant. Ensuite, je parlerai du problème des différents avis et des polémiques qui viennent compliquer ce débat. Et enfin, dans un troisième temps, je vous indiquerai que, en fait, cette question, elle ne peut pas être réglée facilement parce que les enjeux sont différents selon les milieux sociaux et selon les habitudes et les cultures parentales. Alors, du point de vue de la santé, suite à cette percée donc, des chaînes bébés, vous voyez, c'était donc déjà il y a plus de 15 ans, n'est-ce pas ? Je me suis penchée sur les études qui existaient aux États-Unis, notamment dans les équipes de pédiatres et de chercheurs en pédiatrie, Christakis et Zimmerman. Ils disposaient eux-mêmes, parce qu'ils travaillaient dans un hôpital pour enfants, de nombreuses bases de données sur le développement des tout-petits, et puis ils ont aussi réalisé des expériences. Donc je vais juste résumer les résultats que j'ai compris. Les études montrent que les écrans, donc les écrans au sens physique du terme en fait, des télévisions ou des tablettes, comme le dit aussi Sherry Turkle, qui est une psychologue très connue du département de la MIT aux États-Unis, les écrans font écran aux relations entre les enfants et les parents, ou les enfants et les adultes qui s'occupent d'eux. Et c'est cette dimension d'écran, justement, qui pose, par rapport au petit bébé, le plus de problèmes. Parce que ce qu'on sait du développement du petit enfant, c'est que le petit enfant, il a besoin de bouger. Alors, quand je dis bouger, c'est parce que avant 12 mois, parfois, il ne se déplace pas, donc parfois, c'est 18 mois. Donc, il a besoin de bouger, il a besoin de se déplacer quand il le peut. Il a besoin de faire l'épreuve de choses physiques avec ses mains, avec ses pieds. Et il a besoin, et c'est ainsi que son cerveau se développe, en fait, et il a besoin aussi de commencer à apprendre à parler. Et pour cela, ce ne sont pas les écrans qui vont l'aider, même si les écrans parlent, si je puis dire. Parce que pour le petit enfant, jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, c'est vraiment ce que montrent ces enquêtes, l'enfant a besoin d'être repris, il a besoin d'être en interaction, mais réelle, avec un humain qui va le reprendre, qui va lui apprendre la bonne façon de prononcer les mots, qui va l'aider à se faire comprendre, qui va proposer des mots quand il voit les gestes de l'enfant, etc. Donc tout ça, ça demande du temps, de l'attention, un sens commun, comme disent les spécialistes de l'intelligence artificielle, que la télévision, tout autre écran, y compris donc les objets connectés, ne peuvent pas donner à l'enfant. C'est pour cette raison que, de façon tout à fait exceptionnelle, c'est là où je vais prendre mon côté juriste, si vous voulez, le ministère de la Santé a été interpellé donc en 2007-2008 par des associations d'éducation populaire, CENIA, l'UNAF, la Ligue de l'enseignement, etc., des pédopsychiatres,
des professionnels de la petite enfance, qu'il a conduit des auditions. Et dès 2008, il a conclu qu'il fallait éviter les écrans avant 3 ans. Et qu'avant 3 ans, les écrans n'étaient tout simplement, ou les programmes audiovisuels, si vous préférez, les contenus aussi bien que les objets physiques, n'étaient pas adaptés à l'intelligence des petits-enfants. Et d'autres chercheurs ont montré que le tout petit ne peut pas comprendre, le tout petit, ça va un peu plus loin que 3 ans, il ne peut pas comprendre certains montages, les flashbacks, par exemple, ou les montages trop rapides, même après l'âge de 3 ans. À la suite de cet avis, le CSA, donc aujourd'hui vous savez qu'il a changé de nom, il s'appelle ARCOM, après la fusion avec Adopi, a publié une délibération, donc qui était un texte réglementaire en fait, en 2008, dans lequel il a dit qu'il interdirait la diffusion de programmes pour les moins de 3 ans. Et que pour les chaînes qui sont autorisées dans d'autres pays, ce qui est le cas d'autres pays d'Europe, ce qui est le cas de Baby First et Baby TV, la diffusion, quand ils sont diffusés en France, elles seront obligées, donc elles, c'est les satellites qui les diffusent, les réseaux qui les diffusent, seront obligés de diffuser un avertissement que certains d'entre vous ont donc certainement vu avant la diffusion de ces programmes, comme quoi ces programmes ne sont pas adaptés aux tout petits et qui sont contraires, enfin qui ne faciliteront pas, excusez-moi, je ne reprends pas la formule exacte, mais qu'ils sont donc contraires au développement de l'enfant. Du point de vue donc de la santé et du développement intellectuel et physique et moteur des tout-petits, il est recommandé d'éviter de placer les enfants devant la télévision ou devant un ordinateur qui diffuserait des programmes pour enfants, ce qui existe évidemment sur des plateformes numériques, YouTube, YouTube Kids, etc. Mais au-delà de 2 ans et demi, 3 ans, tout va dépendre de l'enfant. Et on a des études qui montrent au contraire qu'à cet âge-là, un peu de programme audiovisuel, donc ensuite il y a la question du volume bien sûr, peut aider les enfants à apprendre des mots. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont partis dans le langage, qu'ils ont... Voilà, l'audiovisuel n'est pas forcément négatif, et donc il peut suivre une petite histoire, etc. Mais bien sûr, après 3 ans, l'enfant a besoin, comme pendant très très longtemps, y compris adulte, il a besoin d'avoir d'autres activités et plutôt que de rester devant un écran. Mais ça peut, il peut accéder à un plaisir à regarder et à comprendre des programmes. On peut aussi, bien sûr, faire beaucoup d'autres choses avec un enfant. Alors, ce qui rend les choses compliquées, c'est la deuxième clé que je voulais vous donner, c'est le brouillage des repères du fait de l'interactivité, entre guillemets, des médias numériques et des smartphones. Donc, le CSA avait pris cette décision-là, dont je vous ai parlé, en s'appuyant notamment sur une directive européenne qui permet des mesures tout à fait exceptionnelles, on en est d'accord, d'interdire des programmes, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est la première fois où le CSA a pris une décision comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le contenu du programme, c'est le fait même de dire qu'on diffuse un programme pour les tout-petits, qui est contraire, qui constitue un risque grave pour le développement mental et physique des mineurs. Mais paradoxalement, au même moment, donc en 2008, se développaient des outils numériques, entre guillemets, pour bébés, des sièges pour bébés avec tablettes intégrées, etc., des applications de dessin, de comptines, etc. Alors, est-ce que, du coup, d'où la question de savoir, est-ce que ça compte, est-ce que c'est différent, est-ce que les problématiques sont différentes? La notion qui est utilisée parfois, c'est on dit, oui, mais les écrans, il y a les écrans passifs, les écrans actifs. C'était notamment une distinction proposée par l'avis de l'Académie des sciences de 2013, qui disait la télé, ça rend passif, c'est un écran passif. Les tablettes, c'est plus adapté au fonctionnement des bébés et c'est plus interactif, plus actif. Bon. Cette distinction, elle n'a pas, de mon point de vue, elle n'a aucune validité parce que c'est comme si on disait qu'on est passif quand on va au cinéma. Je veux dire, c'est comme si le fait d'être actif, c'était
l'action était valorisée, c'était vraiment de caresser l'écran avec son doigt, ce qu'effectivement un tout petit bébé de 6 mois sait faire. Et donc ça, voilà. Et donc c'est pas très raisonnable. Aujourd'hui, les recommandations de l'OMS, c'est pas d'écran avant 2 ans, pas plus d'1 heure. Alors je sais pas pourquoi l'écran est parti. Oui. On a perdu votre caméra, Sophie. Je vais remettre la mienne. Et en profiter pour dire que en fait on va je vais vous emmener aussi rapidement vers le point de vue des usages qui me semblait très important parce que le temps passe, on a un temps assez court. Donc là on a vu effectivement la question des recommandations, c'était très important parce que d'ailleurs vous avez pu déjà évoquer un aspect très important qui a quand même vraiment une distinction à avoir en fonction de l'âge aussi. Et l'autre distinction qui est très intéressante, c'est la question du point de vue des usages, effectivement, qui était la suite donc de ce que vous vouliez aborder. Effectivement, on peut bien imaginer que le temps d'écran n'est pas le seul critère. Qu'il y a la question de qu'est-ce qu'on fait devant un écran et donc et dans quel contexte et avec quel accompagnement et par rapport à quelle variété d'activités hors écran. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, moi, ce que je peux vous dire, encore une fois, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas pédiatre. Donc, ce que je peux vous dire surtout, c'est attention au fait que quand les parents utilisent beaucoup d'écrans, aujourd'hui, et ça depuis déjà au moins 5-6 ans, ça n'est pas parce qu'ils pensent que c'est forcément bon pour l'enfant, parce que c'est un discours qu'ils ont entendu et qu'ils entendent de plus en plus du côté des médecins, c'est parfois parce qu'ils pensent que c'est plus simple. Et effectivement, c'est plus simple. Et donc, ce qui fait qu'il y a une différence sociale très forte entre les parents qui réussissent, qui veulent absolument éloigner leurs enfants des écrans quand ils sont tout petits, hein, je me concentre quand même sur les petits, et qui jusqu'à l'âge de 3-4 ans vont éviter la télévision, éviter évidemment le smartphone le plus longtemps possible, éviter en partie les jeux vidéo aussi. Et puis, donc ça, c'est des parents qui sont des milieux favorisés, qui n'ont aucune inquiétude sur le fait qu'un jour leurs enfants vont regarder la télévision ou en tout cas connaître, accéder à Internet, c'est plutôt ça qui les préoccupe. Voilà, ils savent que de toute façon, ça leur arrivera. Ils savent qu'on peut devenir informaticien sans avoir eu de tablette à l'âge de 3 ans. Et donc, ils vont faire très attention. Mais faire très attention, c'est très contraignant. Donc, ça demande aussi, ça correspond aussi à des parents qui vont, en réalité, s'occuper moins longtemps de leurs enfants. Mais qui vont concentrer le temps. Et quand ils s'occupent de leurs enfants, ils sont tout entiers à cette tâche. En tout cas, la plupart, voilà, plutôt les mères et on espère de plus en plus de pères. Et j'en ai rencontré notamment dans cette étude. Mais pour les milieux les milieux populaires, plus modestes, les choses sont plus compliquées. D'abord, il y a plus d'enfants. Donc, avoir un écran de télévision ou avoir des écrans, c'est commode. Ensuite, ça donne un sentiment pour des parents qui se sentent un peu déclassés, un sentiment de modernité, de puissance, d'accéder au monde sans trop de difficultés. Et puis, une relative gratuité, sans aucun souci ensuite domestique. Ça ne s'allie pas parce que ce qui préoccupe alors quand on parle de qu'est-ce qu'il faut faire si on ne regarde pas les écrans, si on ne joue pas avec son smartphone, qu'est-ce qu'on peut faire avec des tout petits? Assez vite, alors pas à l'âge de 1 an et demi, mais assez vite, les parents de milieux favorisés, d'une part, ils vont leur lire des histoires, ils vont leur chanter des petites chansons, ils vont aussi leur donner du petit matériel de dessin, des gommettes ou des crayons de couleur ou de la pâte à modeler, ou ils vont aussi les laisser jouer dans la maison, même dans un espace réduit. Moi, j'ai vu des parents, bac plus 5, ils acceptent, ça les embête un peu, il faut le dire, mais ils vont accepter que l'enfant de 2-3 ans mette ses poupées un peu partout, ses ours en peluche, et fasse des cabanes dans le couloir. Et le couloir n'est pas forcément très grand. Tandis que dans les milieux populaires, si vous voulez, l'effort, la culture va valoriser davantage le fait que la maison reste à peu près propre, que les enfants ne mettent pas trop de bazar partout,
et que donc s'ils peuvent être calés sur un jeu vidéo ou sur une télé, eh bien c'est moins gênant. Donc du coup, dans les milieux favorisés, on va dire, les écrans sont perçus comme très envahissants, sauf que bien sûr, à partir de 13-14 ans, ils vont développer des compétences importantes, des compétences techniques et des compétences de lecture et des compétences de recherche d'informations qui vont être d'autant plus aidées que les écrans ne facilitent pas vraiment l'apprentissage de la lecture, sauf exception, sauf des applications qui peuvent être, on ne peut pas être non plus complètement tranché. Il y a beaucoup de manières d'accéder à la lecture. Il y a aussi beaucoup de différentes applications. Mais disons que globalement, ce qui aide à la recherche de l'information, c'est une lecture assez facilitée, assez fluide, et les écrans sont souvent aussi une manière de lire moins. Et c'est aussi un des problèmes. Alors on arrive déjà parce que on a choisi donc effectivement de faire cette conférence sur un temps qui permettait à un maximum de gens de nous suivre. Hein. Donc on arrive déjà vers la fin, donc le temps des questions. Donc j'invite d'ailleurs celles et ceux qui nous suivent à poser leurs questions, que ce soit justement des questions de parents, des questions d'enseignants, souvent eux-mêmes des parents, mais aussi qui sont des conseils parfois pour certaines familles ou qui ont en tout cas un rôle d'éducation, et bien sûr tous les autres partenaires que j'évoquais en introduction, donc qui peuvent nous poser leurs questions. Et peut-être donc pour notre dernière partie, Sophie Géel, avant de laisser la place à ces questions, on a compris donc qu'effectivement qu'il y avait, même si donc on est allé évidemment assez vite, et je précise aussi d'ailleurs que donc cette conférence est enregistrée et qu'on donnera une fiche outil pour l'accompagner qui ira peut-être un peu plus loin sur certains des éléments que vous vouliez partager. Mais ce qu'on a compris qu'il y avait quand même quelque chose de très important à comprendre sur la question des différents âges des enfants. On ne fait pas la même chose avec des enfants de moins de 3 ans qu'avec des enfants plus grands et des ados. On a compris qu'il y avait vraiment une question d'ordre social qui se jouait, et donc c'est une des questions de la coéducation, et donc je voulais vous emmener sur ça. Quels conseils, même si c'est pas facile, ou quelle culture commune on peut construire autour des acteurs de la coéducation, donc les 3 que j'ai cités, les enseignants qui ont des enfants, des jeunes sur des temps scolaires, les parents qui les ont ensuite à la maison, et tous les autres acteurs qui les ont sur des temps périscolaires. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut donner comme stratégie éducative? Il y a plein de choses à faire. D'une part, il y a le fait d'aider les parents à trouver des lieux dans lesquels ils peuvent jouer, faire jouer leurs enfants, et qui soient des lieux, des espaces à la fois sécurisés et qui ne soient pas forcément des espaces avec des médias. Donner confiance aussi aux parents pour leur rappeler que tous les petits jeux de bricolage, les jeux de dessin, etc., c'est des choses qui sont à leur portée. Partager des chansons. Enfin, je vous dis ça en m'appuyant sur des exemples que j'ai pu rencontrer. Donc, du côté des activités, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on manque de ces espaces-là. Hein. Je veux dire, il y a très peu d'espaces dans lesquels des parents de milieu populaire puissent dire, je vais pouvoir emmener mon enfant, être tranquille ou le déposer, ou être avec lui et jouer. Donc, il y a tout ça, et ce sont des espaces qu'il faudrait développer. Il serait urgent de développer, plutôt que de culpabiliser à mort les parents en leur disant « il ne faut pas d'écran », faut les aider à construire autre chose. Donc, par exemple, c'est une piste qu'on peut donner à des acteurs d'une éducation périscolaire qui parfois ont des lieux qui pourraient servir de lieu d'accueil. Oui, et il y en a qui existent déjà, mais certainement de façon insuffisante, et certainement à des horaires qui ne sont pas non plus suffisamment ouverts, etc. Et l'autre perspective, c'est développer l'éducation à l'image, c'est-à-dire systématiquement apprendre à parler avec les images. C'est-à-dire ne pas supposer que l'image parle toute seule, mais que l'image, elle est traversée de paroles et qu'il faut l'accompagner. Donc, avec des tout-petits, mais ça jusqu'à assez longtemps. Hein, on peut, évidemment, en s'adaptant aux connaissances, à l'imaginaire des enfants, essayer justement de mettre des paroles, mettre en parole les images.
notamment. Et puis ensuite, il y a évidemment beaucoup d'autres choses à faire. Alors, je vois une question sur la question de la limitation des temps d'écran et le fait que les parents pourraient être eux-mêmes beaucoup trop sur leurs écrans, ce qui est aussi un des problèmes soulevés par les pédiatres, les psychologues aujourd'hui, et qu'on appelle la technoférence. Alors la technoférence, c'est le fait que des jeunes parents, eh bien, sont eux-mêmes beaucoup pris par les univers très attractifs, on va dire, des smartphones notamment, et donc qu'ils ont tendance à placer eux-mêmes un écran entre eux dans la relation avec leurs enfants. Et voilà, les écrans, c'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Donc prendre conscience du fait que, eh bien, l'enfant est présent, qu'il a besoin que les enfants ont besoin de relations, encore une fois, et d'échanges verbaux avec leurs parents, et donc il faut limiter aussi les temps d'écran pour les parents. Et ça, c'est difficile, hein, mais ce que j'ai observé, c'est que les parents cadres qui voulaient vraiment avoir une médiation en mettant les écrans le plus loin possible, c'était pas du tout des parents technophobes. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est des parents qui passent leur temps sur leur ordinateur pendant tout leur temps de travail, et ils savent que quand ils vont être avec leurs enfants, il va falloir qu'ils agissent différemment. Donc c'est beaucoup de contraintes. C'est regarder la télé quand les enfants sont couchés. Je parle de petits enfants, mais ne pas regarder non plus, avoir conscience du fait qu'avec toutes les informations quand même extrêmement anxiogènes du JT, on évite de regarder le JT pendant le repas. Donc on organise, on structure le temps un peu différemment. Et oui, c'est contraignant pour les parents, évidemment. Il y a un aspect d'ailleurs ça me fait penser à un aspect qui revient souvent dans les discussions, c'est le fait aussi de partager un temps d'activité devant un écran avec un écran ou un autre. Bon là en l'occurrence on parle effectivement d'écran physique, hein, comme vous l'aviez dit, c'était intéressant de le rappeler parce que les objets numériques ne sont pas que des écrans. Mais bon, en l'occurrence, on parle bien d'écrans physiques, que ce soit des écrans de tablette, des écrans de télé sur lesquels on peut jouer à des jeux vidéo, etc. Et souvent revient le fait que de partager ce moment aussi, d'en faire un moment de partage et de relations éducatives, par exemple parents-enfants, si on joue ensemble à un jeu ou à minima si le parent s'intéresse au jeu de son enfant. Ou alors dans des milieux périscolaires que l'animateur ou que le médiateur partage aussi le temps des enfants ou des ados. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien sûr. Je pense que, si vous voulez, ce qui se passe, ce que je pense, c'est justement ce que font les médias, et pas seulement les plateformes numériques, hein, mais aussi les chaînes de télévision, et puis aussi les producteurs de films, hein, les plateformes aussi de cinéma, c'est d'essayer de court-circuiter le temps de réaction du cerveau et le temps d'autonomisation, c'est-à-dire essayer de capter l'attention des usagers, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, pour court-circuiter ce temps de réflexion qui est pourtant absolument indispensable si on veut construire de l'émancipation, de l'autonomisation et aussi être un peu libre de sa vie en fait, hein, et de ses orientations culturelles, politiques, etc. Donc ce temps de construction, il est important. Et il peut se faire, alors il se fait de toute façon, de façon intérieure, hein, moi j'appelle ça le travail éthique, hein, que les usagers, y compris les adolescents, ont face à des écrans, que ce soit des écrans numériques, des réseaux sociaux, des jeux, des forums de jeux, etc. Mais il est aussi un temps de discussion. Et donc, plus on peut verbaliser, plus on peut, au sens, non pas policier du terme, mais exprimer par des mots, en parole, les interactions qui sont réalisées sur les plateformes, c'est bien. Et puis aussi développer évidemment des espaces de jeu avec les parents, bien entendu. Hein. Mais voilà, s'exprimer, comprendre que face à une image, on peut avoir des interprétations complètement différentes. Il y en a qui peuvent être plus légitimes que d'autres parce que liées à une connaissance de la source, une connaissance de l'auteur de l'image, etc.
Mais voilà, essayer de déployer en fait l'essence de l'image. Et puis quand on joue à des jeux vidéo, voilà, enfin je ne voulais pas spécialement parler des jeux vidéo, mais bien sûr que c'est une activité qui est souvent partagée avec des parents aussi, hein. Mais c'est important de choisir des jeux qui correspondent quand même un peu aux valeurs des parents, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. On a une question qui, je dirais, est une question plutôt de parents. Comment travailler cette ambivalence limitation de l'écran? Ça, c'est quand même de toute façon, c'est vraiment un des gros sujets, hein, la limitation du temps d'écran et usage de l'écran dit éducatif. Donc, c'est une des tensions et c'est d'ailleurs ça aussi un des sujets auxquels on essaye pas de répondre de manière définitive, mais auquel on essaye de contribuer, c'est-à-dire la réflexion un peu du partage aussi de cette éducation au numérique, éducation média. Vous parliez d'éducation à l'image. La question est hyper difficile parce que quelle est la part de l'enseignant, quelle est la part du parent, quelle est la part de l'autre, de tous les autres éducateurs. Donc parce que là, on cite Pronote, enfin donc usage de l'écran dit éducatif, Pronote, musée virtuel, augmentation des démarches ou inscriptions dématérialisées. N'est-ce pas plutôt de l'éducation à l'image dont il faudrait s'emparer? Donc ça revient effectivement à ce que vous proposiez un petit peu avant. Oui, alors ce qui est certain, c'est qu'on a cru un temps qu'on pouvait opposer l'école et puis les écrans, puis on s'est rendu compte que non, en fait, comme les enfants sont attirés, entre guillemets, par les écrans, donc à l'école, on va aussi pouvoir utiliser des tableaux blancs, des écrans, etc. Et sans se rendre compte que tout dépend encore une fois à quel âge, mais pour ce qui est des adolescents, ils rencontrent déjà des difficultés, différentes formes de difficultés d'ailleurs avec les plateformes numériques. Et donc, voilà, la numérisation permanente des échanges, c'est pas forcément souhaitable. Mais ensuite, il y a tellement d'usages différents des ordinateurs dans le contexte scolaire que c'est compliqué de résumer ça à un lien avec l'écran. Par exemple, Pronote, c'est un moyen qu'on a trouvé d'accroître le contrôle parental sur les notes et sur le travail scolaire des enfants. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec... je ne sais pas en quoi c'est... Enfin voilà, c'est pas éducatif, c'est un mode de surveillance qui est facilité pour plus ou moins renforcer la possibilité que les parents soient au courant des activités des enfants. Bon, on a pu faire de très bonnes études et puis les parents ne connaissaient pas toutes nos notes non plus. Donc, je veux dire, cette culture de la surveillance, c'est aussi autre chose. Ça n'a, à mon avis, pas grand-chose à voir avec c'est pas entièrement lié aux dimensions éducatives. Ensuite, le fait d'équiper tous les enfants de tablettes ou de tablettes, c'était pas une bonne chose parce que si on veut à l'école apprendre aux enfants, donner aux enfants des vraies compétences numériques, il faut utiliser des ordinateurs. C'est grâce à l'ordinateur que l'enfant peut apprendre un minimum de fonctionnement du numérique au sens informatique du terme. Et donc l'usage de la tablette, c'est vraiment pour faire du visionnage. C'est en fait une petite télé, la tablette. Donc, c'est des usages qui ne sont pas plus éducatifs que la télévision. Et puis, on a eu l'expérience quand même du confinement, où on s'est rendu compte que notre confinement n'aurait peut-être pas existé, ou en tout cas pas eu du tout les mêmes répercussions, déjà que c'était pas facile, si nous n'avions pas eu les réseaux sociaux, les plateformes de forums de jeux pour créer des salles de classe, notamment, je ne dis pas que c'était que pour ça, et pour avoir le sentiment que même si on était chacun enfermé dans éventuellement un petit appartement, voire une petite chambre, on était quand même en contact avec les autres. On ne perdait pas. Enfin, vous avez vu à quel point les jeunes, les adolescents, mais même les jeunes adultes sont très éprouvés par ces coupures dans la sociabilité qu'ont occasionné la crise sanitaire et les différents confinements. Donc on peut pas avoir un point de vue absolument tranché. Non, bien sûr. Et puis comme on le disait, c'est vraiment trop difficile de faire un avis général alors qu'il faut vraiment parler âge par âge, puisqu'on sait qu'à l'adolescence, il y a une stratégie de socialisation qui est bien plus riche en utilisant des outils numériques que là, si on parle de l'enfance et qu'on parle par exemple de l'enfance avant l'adolescence.
où là la socialisation n'est pas la même, les équipements dont les jeunes, enfin que les enfants ont à disposition ne sont pas les mêmes. C'est intéressant ce que vous disiez sur la table, et en plus c'est bien parce que ça reboucle avec notre première conférence où Éric Bruyard partageait à peu près les mêmes termes, c'est-à-dire qu'une tablette avait quand même une intention plus de consommation que de production, là où l'ordinateur c'était quand même l'outil de la création, de la production, de la compréhension plus fine de ce que c'est le développement. Et c'est vrai que c'est intéressant, même si bon après avec des tablettes on peut quand même faire des choses intéressantes, notamment en termes de captation. On peut filmer, c'est très utilisé, notamment d'ailleurs en éducation aux médias, pour apprendre à faire des petits films. Mais bon, ça renvoie quand même à des usages très précis, là où le fait de créer un site. Oui, c'est des usages précis avec des outils qui coûtent moins cher que des vrais outils. Et puis très contraint. Très contraint, un environnement. Bien sûr. Parce que c'est moins cher, du coup, c'est très formaté, etc. Peut-être que je vais répondre aussi sur la dernière question, sur le point de vue de la santé, parce que je suis allée un peu vite. J'ai parlé quand même beaucoup du fait que les conséquences d'une forte exposition aux médias, c'était un développement moindre des habiletés pratiques, d'appréhension, donc des habiletés vis-à-vis des objets matériels, dont on a quand même encore beaucoup besoin dans nos vies humaines, car nous sommes faits, c'est la caractéristique de l'humain, c'est justement sa capacité à tenir avec sa main. L'humain, c'est le cerveau, la posture debout, et la main. Donc la posture debout qui permet le développement du cerveau, qui permet aussi le développement du langage, et la main qui est hyper utile. Donc un des problèmes d'être trop longtemps devant l'écran, c'est notamment une plus grande difficulté dans la maîtrise de ces mouvements. C'est aussi donc une perte de vocabulaire. Ça, contrairement à ce que peuvent penser les parents, c'est pour ça que peut-être j'insiste là-dessus, c'est qu'au lieu d'apprendre des mots, quand les enfants sont trop petits, en fait, ça leur apprend rien. Donc c'est pour ça que c'est problématique. Il vaut mieux qu'ils apprennent à se calmer eux-mêmes, à jouer, à développer leur imaginaire. C'est ce que disent aussi les parents cadres. Pourquoi ils veulent pas de télé, c'est parce qu'ils veulent éviter un formatage trop rapide de l'imagination des enfants. Donc c'est ça. Et puis ensuite, il y a tous les problèmes physiques aussi, de santé, c'est-à-dire obésité, c'est-à-dire l'être humain n'est pas fait pour rester ni devant un écran, qu'il soit qu'il s'agisse du tout petit bébé ou qu'il s'agisse aussi d'ailleurs des adultes, c'est pas très bien. Mais rien n'est binaire, je veux dire, on n'est pas sur... Évidemment, nous qui travaillons en permanence avec des écrans et avec des plateformes numériques, nous savons bien que, encore une fois, quand les compétences de lecture, quand les compétences informationnelles sont développées, les outils numériques sont évidemment permettent des formes permettent d'organiser des visioconférences, on ne pourrait pas le faire sans cela, permettent de développer l'autonomie, bien sûr, des enfants et des adolescents, mais à condition que ça soit accompagné. Voilà. C'est-à-dire pour permettre une autonomisation aussi vis-à-vis des stratégies industrielles de ces plateformes, qui ne sont pas des stratégies éducatives, mais qui sont des stratégies commerciales, pas illégitimes pour autant, mais différentes. Donc il ne faut pas... Plus il y a de numérique, plus il faut de l'éducation, en fait. C'est ça, oui. J'aimerais qu'on va pouvoir finir cette conférence par cette dernière question, parce que effectivement elle est essentielle. On a parlé donc on pourrait aller on pourrait naviguer sur un prisme en allant de la question de la surexposition, qui évidemment est le côté excessif. Donc l'excès n'est jamais bon. Donc évidemment ça vaut pour les écrans, ça vaut pour à peu près tout. Un excès d'écran est néfaste et dangereux. Donc ça on n'a pas accentué sur ça, mais évidemment il y a des études qui montrent ça. Après donc il y a une question de dosage, d'accompagnement, de variété d'activités. On l'a dit, de travail aussi par rapport à l'âge. Donc réflexion par rapport à l'âge de l'enfant, et de ce qu'on fait avec et de ce qu'il sait faire. Et cette dernière question, et c'est intéressant parce que ça m'a amené à une autre question que j'avais formulée différemment, c'est au contraire, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme développement d'activité, parce qu'on sait que une des choses les plus importantes, c'est de varier les activités, que ce soit dans la vie,
ou que ce soit dans la sphère numérique. C'est-à-dire que quand on est devant un ordinateur, en fait, c'est bien de pas passer 8 heures devant la même chose et que finalement, et c'est ce qu'on fait en fait quand on utilise un ordinateur 8 heures parce qu'on travaille dessus. En fait, on n'est jamais 8 heures dans la même chose. Comment le numérique peut être un outil, donc c'est la question, peut être un outil également de construction d'autonomie, d'émancipation. Qu'est-ce qu'on peut inciter? Donc là, c'est peut-être un conseil de coéducation. Qu'est-ce qu'on peut inciter comme activité qui permettrait au numérique d'être ce qu'il était pensé à la base, cet outil de construction, d'émancipation? C'est difficile. Voilà, je pense que oui, non, mais bon. Si vous voulez, là, ça nous amène sur d'autres sujets. C'est-à-dire que, parce que là, quand on parle d'autonomie, d'émancipation, on va penser quand même plutôt à des adolescents qu'à des enfants. Donc, les adolescents, ça peut être des jeunes adolescents, on va dire des collégiens. Voilà. Et à partir de ce moment-là, CM2 et puis collège, on peut penser en termes d'autonomisation. Donc, ce qui manque aujourd'hui encore, c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire comprendre comment fonctionnent les plateformes. Moi, j'y passe toute ma vie et j'ai du mal à comprendre parce que ça me demande beaucoup de compétences différentes. Et puis aussi parce que les industries fonctionnent sur un niveau d'innovation permanente. Donc, on doit en permanence aussi se renouveler pour comprendre leur mode de fonctionnement. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas d'autonomisation sans compréhension de ce fonctionnement. Et ce fonctionnement, il ne faut pas le réduire à dire si c'est gratuit, c'est moi le produit, ou des choses aussi simples que ça, parce que voilà, il y a des lois qui imposent aussi un certain nombre de règles, de respect du consommateur, de respect du citoyen, voilà. Et puis il y a des règles aussi de fonctionnement sur les réseaux sociaux, donc il faut apprendre ça. Et puis, encore une fois, je crois beaucoup à l'éducation à l'image, c'est-à-dire à la fois décoder, interpréter, réfléchir à partir d'images, encore une fois, à la diversité des interprétations, aux différents filtres culturels qui font que nous interprétons de telle ou telle manière. Donc, rendre conscient, en fait, des mécanismes qui sinon se font de façon inconsciente et qui sont un petit peu instrumentalisés par les plateformes numériques. Donc ça, c'est un enjeu important. Et puis aussi, bien sûr, développer, de même qu'il faut développer d'autres activités que les activités numériques, et des activités de loisirs, et des activités de débat, etc., et d'information autres. De même, il faut aussi développer une culture visuelle, une culture photographique, une culture à partir des beaux-arts, voilà, de la peinture, notamment, donc des arts visuels, on va dire en général. Et donc c'est une très grande nécessité à l'heure où les enfants sont plongés dans un bain d'images, que les algorithmes, alors on ne parle pas trop de ça aujourd'hui, mais enfin que les algorithmes de recommandation que si vous voulez, les systèmes de recommandation des plateformes numériques ne profilent pas, n'organisent pas pour que nous recevions forcément des images les plus intéressantes. Ça peut être aussi des images très répétitives, très stéréotypées, etc. Donc il faut développer une culture visuelle avec ou à côté du numérique. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Sophie GS, ce sera le mot de la fin. Il y a un effort immense à faire et fait dans le domaine, donc dans le milieu scolaire qu'on appelle, particulièrement dans le milieu scolaire qu'on appelle l'éducation aux médias et l'information. Si vous êtes dans ce domaine où vous cherchez des ressources, il en existe beaucoup. On va en partager en lien avec cette conférence. Je pense notamment à notre partenaire d'ailleurs que je voulais citer, c'est-à-dire l'UNAF, l'Union des associations familiales, que vous avez également mentionné, Sophie Giel, qui a produit un certain nombre de ressources. Il y a de nombreuses associations d'éducation aux médias de dimension régionale ou nationale qui produisent énormément de ressources accessibles. Également, on les mettra en avant dans notre dans la fiche outil qui accompagnera donc le replay, la rediffusion de cette conférence. Donc merci beaucoup Sophie Giel pour votre participation à cette deuxième conférence, pour votre pédagogie dans le démêlage d'une idée reçue, qui constitue un sujet important, essentiel pour la coéducation numérique.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis si nombreux en direct. Vous étiez plus de 200 et donc merci pour vos questions, vos interactions, votre présence et votre intérêt. Donc comme je le disais, cette webconférence a été enregistrée, elle sera retransmise très prochainement sur le compte YouTube et le futur site internet de la Trousse à Projets, dont la sortie est prévue pour septembre. Et donc, comme je le disais également, cette rediffusion sera accompagnée d'une fiche outil qui permettra de faciliter des échanges entre parents, entre enseignants, entre parents et enseignants, entre acteurs de l'éducation au numérique, favoriser des discussions, des rencontres donc autour de cette thématique. Le cycle de conférences donc va prendre ses propres congés estivaux. Donc rendez-vous le mercredi 21 septembre prochain pour notre 3e conférence autour de la question suivante: vrai ou faux, le numérique facilite l'apprentissage ? Point d'exclamation. Donc vous comprenez, à chaque fois on est effectivement dans une forme de petite provocation, ou en tout cas dans une idée reçue exagérée. Nous aurons la chance cette fois d'être accompagnés par André Tricot, professeur d'université en psychologie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation Midi-Pyrénées. Encore merci à toutes et à tous et excellente fin de journée. Encore merci Sophie Gel. Au revoir. Au revoir.